Allô? Ok. Un peu gênant cette histoire. Attendez, on va mettre un... Parce que normalement, il y a un petit chrono, là. Ils n'ont pas mis de chrono, je vais m'en mettre un. Tu m'envoies des trucs quand je suis près des 13 minutes. Super. Ok. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler du web, de l'évolution des usages qu'on a eu des applications, à la fois sur mobile et sur desktop. Mais avant de parler de tout ça, on va voir un peu à quoi ressemblait notre façon, à comment évoluer notre façon de consommer du logiciel depuis les années 90, qui a été un peu le décollage de l'informatique, jusqu'à aujourd'hui. Et forcément, j'ai pas le focus non plus. Ok, cool. 1990, pour ceux qui ont plus ou moins mon âge, c'était l'époque où on achetait nos CD. Donc globalement, vous vouliez faire un exposé sur la guerre de 100 ans, on va dire. Vous deviez acheter Microsoft Office, acheter Encarta qui tenait sur je ne sais combien de CD avant même qu'il y ait les DVD. Et bon, si vous aviez un ami sympa qui avait un graveur, vous pouvez les graver. Mais l'idée, c'était quand même qu'on devait installer des logiciels, ça prenait du temps, il fallait les récupérer avant, etc. Pas tip top. Dans les années 2000, on a le web qui s'est bien démocratisé et qui a commencé à supplanter les softs installés sur desktop. Donc, pareil, si je reprends mon exemple d'un exposé à faire sur la guerre de 100 ans, vous aviez Wikipédia pour le faire, vous pouviez aller lire vos mails sur Internet. Donc voilà, on a eu les applications web qui ont petit à petit remplacé les applications desktop. Et si on continue un peu dans notre histoire, en 2007, on a Apple qui a un peu révolutionné le monde du mobile et qui a démocratisé le smartphone. Et là, on est reparti sur un système à base d'applications installées. Et on se retrouve aujourd'hui avec des dizaines, voire même des fois beaucoup plus d'applications installées sur les téléphones. Et donc, ce qu'on va voir ce soir, c'est à quoi pourrait ressembler la tendance d'ici quelques années. Et notamment, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qui va arriver en 2017 et après. Alors, pour répondre à la question de comment on va faire et pourquoi on en est là, on va un peu analyser le comportement des utilisateurs. C'est un peu l'avantage, entre autres chez Google, c'est qu'on a des données. Alors pour le coup, les sources ne sont pas Google, donc c'est des études qui ont été faites par Comscore, là, en l'occurrence, qui montrent qu'aujourd'hui, les utilisateurs sur mobile passent seulement 13% de leur temps sur le web et 87% du temps sur des applications natives. Donc c'était en 2015, mais ça n'a pas beaucoup changé en 2016. Et donc pourquoi? C'est plus ou moins facile à savoir, à trouver. Une application native, c'est plus prévisible. Hein. En général, on sait que ça marche, on a juste à cliquer sur le bouton. C'est plus engageant, effectivement. Il y a une icône sur le bureau, donc c'est facile à trouver. Ça marche en ligne, vous avez des notifications push, etc. Donc c'est vraiment plus engageant. Mais l'autre côté, dans les statistiques, on sait que 80% du temps que les utilisateurs passent sur une application, c'est sur 3 principales applications. Ça fait que vous avez 50 applications installées, mais 80% de votre temps, c'est sur seulement 3 applications. Et ce qui veut dire, par exemple, si demain vous montez une startup et que vous faites une application mobile, mis à part si vous êtes WhatsApp, Messenger, Google Maps, globalement, il n'y a pas grand monde qui va utiliser votre application. C'est triste, mais c'est comme ça. Une autre statistique qu'on a, c'est que aujourd'hui, un utilisateur par mois, en moyenne, installe 0 application. Alors, c'est pas 0 pile 0, c'est 0 et quelques, mais en moyenne, c'est quand même 0 par mois. C'est pas beaucoup. Et par contre, nous, c'est là qu'on a les stats de chez Google, on sait qu'un utilisateur moyen par mois visite une centaine de sites, un peu plus d'une centaine de sites. Donc on voit quand même que le web a un avantage. Et le gros avantage du web, qui n'a pas le desktop, c'est le lien, l'URL. C'est très facile de partager une URL avec quelqu'un, vous l'envoyez, il clique, il arrive sur le site, il n'y a pas besoin d'aller sur un store, d'installer une application et tout ce process à faire. Voilà, alors ce qui fait que ça ressemble à ça aujourd'hui. Une application, en termes de capacité, de ce que ça peut offrir, ça a des gros avantages, mais ça a une toute petite portée. Vous ne pouvez pas facilement dire à quelqu'un, va sur ce contenu de cette application facilement. Il faut qu'il aille installer l'application comme je le disais avant. Et on a le web qui se retrouve, lui, à l'opposé, qui est facile à partager, qui a une grande portée, mais par contre qui a du mal à rivaliser aujourd'hui, en tout cas sur mobile, avec les applications natives. Et donc ce qu'on voudrait, nous, finalement, c'est, tant qu'à faire sur le web, avoir des applications qui ont une grosse capacité de réponse aux besoins des utilisateurs et qui ont aussi une grosse portée. Alors, pour savoir comment on peut en arriver là, eh ben, on va commencer par analyser pourquoi
sur ce que je disais au début, entre 1990 et 2000, le web a réussi à supplanter les applications sur desktop. Et on va voir si on peut appliquer la même chose sur mobile. Alors, ce qui s'est passé entre 1990 et 2000, c'est Ajax. Ajax, c'est globalement une combinaison de plusieurs technologies web qui a rendu les applications beaucoup plus interactives et beaucoup plus dynamiques. C'est-à-dire qu'avant, on devait cliquer, attendre. Ajax a permis quand même d'améliorer l'expérience utilisateur. Et notamment des applications que vous prenez, que vous utilisez tous les jours, type un Google Maps, qui n'aurait pas été possible du tout sans... vous imaginez, dès que vous scrollez pour voir la map plus bas, ça recharge toute la page, ça aurait été inutilisable. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut faire dans le mobile? Et aujourd'hui, il y a des technologies qui s'appellent les Progressive Web Apps. Un peu comme pour Ajax, c'est un set de technologies, donc ce n'est pas une seule technologie, ça regroupe plusieurs technologies, c'est un concept en fait, exactement comme Ajax, pour ceux qui connaissent. Et le but des Progressive Web Apps, c'est vraiment d'apporter une expérience utilisateur sur le web mobile qui soit bien mieux que ce qu'on a aujourd'hui, qui se rapproche des applications natives. Alors, on va voir plusieurs points qui caractérisent une Progressive Web App, c'est qui répond aux différents problèmes des applications mobiles. Première chose qu'on veut, c'est une application, c'est qu'elle soit fiable. Il faudrait qu'aujourd'hui, quand vous lancez une page internet sur votre téléphone, en fonction du réseau, de pas mal d'autres paramètres, l'application va s'afficher plus ou moins bien. Vite pour vous expliquer le problème du réseau, c'est facile, vous avez trois possibilités sur votre téléphone. Soit vous avez du réseau, à droite, c'est sexy, ça marche. Soit vous n'avez pas de réseau, ça marche pas, mais au moins quand votre téléphone n'a pas de réseau, il est plus ou moins honnête, il vous dit j'ai pas de réseau, je marche pas. Le problème, c'est plus ou moins quand votre téléphone il est entre les deux. C'est ce que certains appellent le Li-Fi, c'est quand votre téléphone il vous dit ouais c'est bon, j'ai de la 3G, promis, Edge, 3G, ça marche. Et qu'au final, vous lui faites confiance, vous chargez un site web, il tourne. Et finalement, il vous dit, si tu veux, j'ai un petit jeu en attendant, tu peux jouer. Mais le fait est que sur mobile, on peut pas faire confiance au réseau comme on le fait sur desktop, même si c'est pas 100% vrai sur desktop, mais au moins sur le mobile, on est sûr qu'on peut pas faire confiance au réseau. Le deuxième concept dans les Progressive Web Apps, c'est qu'on veut qu'une application soit rapide, qu'elle se charge rapidement, qu'on n'ait pas de lag quand on scrolle dessus. Parce que dans les statistiques, pour revenir toujours sur les statistiques, quand on regarde les statistiques en plus c'est l'outil Google que j'oublie, ça va pas du tout, d'analytics, pardon, 53% des utilisateurs abandonnent au bout de 3 secondes quand le site ne charge pas. Et quand on regarde même la 3G qui n'est pas ultra performante, moi des fois ça met bien plus de 3 secondes à charger, c'est pas bon. Et on veut que notre application, le troisième point, soit engageante, qu'on ait une bonne expérience utilisateur qui permet de effectivement réengager celui-ci. J'ai dit tout à l'heure, l'avantage, c'est qu'on vous envoie un lien, vous pouvez l'ouvrir dans un navigateur, c'est pratique. Si jamais vous voulez vous-même aller, soit vous l'avez dans les favoris, et c'est simple, soit taper une URL dans un onglet, c'est pas ce qu'il y a de mieux en tant qu'expérience utilisateur. Et on va vouloir utiliser aussi d'autres choses, comme le fait de pouvoir lancer une application directement depuis une icône sur le bureau, ou d'avoir une notification de push. En gros, avoir la même expérience que sur une application native. Et il y a 3 concepts dans cette notion de réengager l'utilisateur. Le fait d'avoir une application accessible, donc comme j'ai dit, installable sur le téléphone, avec une icône. Immersive, on veut une application qui soit en plein écran, on ne veut pas effectivement que ça tourne dans un Chrome avec une barre d'adresse en haut, qu'on puisse faire des thèmes comme sur les applications natives, hein, que tout Android ou autre OS soit aimé, qu'on puisse imposer l'orientation. Si vous voulez faire un jeu type Flappy Bird, vous voulez absolument que ça tourne que en portrait. Et la troisième notion, c'est les notifications. On aimerait bien qu'un site web, une fois qu'il est installé sur votre téléphone, puisse gérer les notifications. Alors, la théorie, c'est bien. On va passer à un petit exemple. Vous avez ce site-là qui est le Washington Post fait avec des Progressive Web Apps, justement. Et donc, vous pouvez aller sur le site. Globalement, les Progressive Web Apps, si jamais vous allez sur un site régulièrement, ou alors que vous venez régulièrement, il va vous proposer un prompt comme ça pour vous dire « Je vois que tu as mis un site. Est-ce que tu veux l'installer ?» Si vous cliquez dessus, ça va vous dire « Ça a bien été installé ». Et après, vous allez avoir une icône sur le bureau. Pareil, vous cliquez sur l'icône. Et là, on va avoir une expérience proche d'une application native. C'est-à-dire que vous avez un splash screen le temps que les assets se chargent. En général, c'est assez rapide. Tout est caché déjà dans le téléphone. Et après, vous avez une application qui se lance en full screen. Alors, ça tourne quand même dans un Chrome, mais vous n'avez pas l'impression que c'est le cas. Donc là, vous avez, si vous lancez le gestionnaire de tâches, vous voyez que ça apparaît vraiment au même niveau qu'une application native. Et tout ça justement, tout ce que je parle depuis tout à l'heure, c'est grâce à ce qu'on appelle le Service Worker. Donc c'est la technologie sous-jacente des Progressive Web Apps. En général, quand le téléphone fait une requête au web, ça marche comme ça.
il appelle, le web répond. Les service workers, finalement, c'est juste un JavaScript qui est un peu détaché de la page, qui est dans un thread différent et qui va intercepter les requêtes. Et dès que vous faites une requête sur le réseau, il va dire soit je l'envoie sur le serveur, soit je vais regarder dans mon cache si j'ai pas déjà les images, les assets dont j'ai besoin. Si je les ai pas, je demande au serveur, je peux les cacher pour la prochaine fois. Donc votre application marchera même quand vous n'avez pas de réseau. Et le service worker aussi, il ne sert pas juste à intercepter des requêtes qui vont vers le réseau. Il peut gérer par exemple des notifications push. Votre téléphone reçoit une notification. Il y a toujours un service Chrome qui tourne en général quand vous avez Chrome installé. Ça va réveiller le service worker qui va afficher une notification système. Donc il gère les notifications système dans le système d'exploitation. Juste quelques exemples, là il me reste 30 secondes. Quelques exemples, le Washington Post, donc, qui a mis en place les Progressive Web Apps, a des temps de chargement de 80 millisecondes, parce que pratiquement tout est caché en local. Et si on prend aussi AliExpress, un autre avantage des Progressive Web Apps, c'est quand on a une meilleure expérience, ils se sont aperçus qu'ils avaient 2 fois plus de pages vues au bout de quelques jours sur leur application et que les gens passaient 74% de temps en plus dessus. Donc c'est pas négligeable et ça évite de développer des applications pour tous les systèmes d'exploitation mobile qui existent aujourd'hui. Dernier point, une application progressive. Les Progressive Web Apps sont progressives. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de faire 2 applications, une normale et une progressive, une avec les technologies Progressive Web Apps. Si votre utilisateur ne gère pas les Progressive Web Apps, son navigateur, ça a marché quand même. Merci. J'ai un peu dépassé de 15 secondes. Est-ce que vous avez des questions sur la techno? Ouais, il y a un autre micro ici. Questions sur la techno, sur des choses qui n'étaient pas claires ou des détails. Ah, il faut allumer le micro. Bonsoir, merci. On voit dans les arguments des frameworks, notamment React Native, qui nous disent non, mais en fait, il faut continuer à faire du natif parce que les perfs sont pas du tout les mêmes et c'est quand même vachement mieux de faire du natif que de faire du web. Les perfs, c'est aussi une question de comment tu vas développer ton application. Il y a une application Progressive Web Apps qui est super connue, c'est un Pokédex, qui a été développé par une personne de chez Mozilla, il me semble, et où les mecs ont optimisé tout ce qui était animation web, etc. Et au final, pour avoir essayé des applications natives et en Progressive Web Apps, savoir que le gros avantage, c'est que tu as toutes tes données qui sont cachées en local, si tu gères bien ton truc. Donc ça se charge extrêmement rapidement. Après, tu peux avoir des mecs comme les mecs qui ont fait Pokédex, qui ont fait des animations optimisées géniales dans leur CSS, et des mecs qui font des applications natives qui ont un code qui est super lourd. Donc aujourd'hui, je dirais que les performances, c'est vraiment pas ce qui compte. Là, on a vraiment des performances qui sont assez bonnes. Le natif a toujours certains avantages. Tu as des accès à des API du téléphone que tu n'as pas forcément avec le web. Même si ça change aujourd'hui, on a accès maintenant au Bluetooth, à l'USB même sur desktop, etc. Mais pour ce qui est de performance, ça marche plutôt bien. Après, c'est comme tout, hein, quand tu décides de cacher des assets ou du contenu, c'est à toi d'avoir une bonne stratégie de cache et de savoir ce qui est le minimum viable pour ton application, etc. Donc après, c'est plus des problématiques de développeurs que de techno. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai vu qu'il y avait deux questions là. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour cette présentation rapide mais très synthétique. Des news concernant le support d'iOS Safari? Alors, les Progressive Web Apps aujourd'hui, c'est supporté par Chrome, par Firefox, qui sont les deux qui poussent vraiment ce standard. C'est un standard W3C, hein, donc c'est vraiment standardisé. C'est pas une techno qui a été inventée par un des navigateurs. Donc Firefox, Chrome le gère très bien. Edge supporte une partie des service workers et il bosse sur... il y a certaines API, genre type Fetch, qui sont arrivées dans Edge 14 et ils bossent sur les service workers pour la suite. Opera, ça marche aussi. Il y a juste Safari qui aujourd'hui gère pas. Après, tu peux installer un Firefox ou un Chrome sur iOS et ça marchera. Il y a juste Safari c'est under consideration, je crois, sur leur site. Donc ils y réfléchissent. Finalement, plus il y aura de demandes des utilisateurs et des développeurs et plus ils vont l'implémenter. Vite. Alors bonjour, l'intégration par exemple de l'external storage ou de l'appareil photo, comment ça se passe? C'est du JavaScript, hein, donc tu as accès à Get User Media pour récupérer ton appareil photo. L'external storage, tu as accès maintenant dans le browser des choses comme IndexDB qui permet de stocker, c'est une base de données
type NoSQL, donc où tu as un store d'objets. Donc tu peux stocker tes objets, tu peux prendre des photos parce que tu as la User Media API qui te permet de faire ça. Sachant que le cache du Service Worker, c'est pas le cache navigateur, c'est un cache qui est géré par toi. Donc c'est la cache API pour gérer les assets. Et après, tu as des choses comme IndexDB pour avoir une base de données en local. Est-ce que vous avez d'autres questions? Là-bas, loin. Bonsoir, merci Bonsoir. pour cette présentation. En fait, je me demandais, étant donné qu'il y a tout un mécanisme des caches et qu'on peut avoir accès à Bluetooth et tout ça, ça pose certains problèmes de niveau sécurité aussi. Comment c'est géré ça? Alors, le Bluetooth, ça arrive, c'est aussi en cours de standardisation, donc vous pouvez direct aujourd'hui, dans certaines versions de Chrome au moins, avoir accès aux API Bluetooth de votre device. Donc, il y a des mecs qui font des très belles démos où depuis leur navigateur, ils allument des trucs en Bluetooth à distance. Après, quand on est dans les Progressive Web Apps, le Service Worker n'a pas accès, par exemple, à certaines de ces API. Parce qu'un Service Worker, il tourne en permanence. Je ne vous ai pas dit, mais sur votre téléphone, vous allez sur le site, vous l'installez. Si vous sortez du site, vous allez quand même, vous redémarrez, vous fermez votre Chrome complètement, vous recevez quand même les notifications push et votre Service Worker il continue de tourner. Il y a certaines API dans les Service Workers qui permettent de faire des choses assez sexy, comme ça vous dit quand votre réseau quand vous avez du réseau ou pas. C'est que vous pouvez avoir des stratégies de mon application, quand j'ai pas de réseau, elle enregistre dans une base de données en local. Et dès que j'ai du réseau, le Service Worker le sait, se réveille et va rejouer les événements que vous avez fait en offline. Et donc voilà, le Service Worker, il y a des API auxquelles il n'a pas accès, comme le Bluetooth par exemple, parce qu'effectivement il tourne tout le temps, on ne veut pas qu'il fasse n'importe quoi quand on ne le veut pas. Et de toute manière, c'est un peu comme une application native, quand tu l'installes, on te demande des autorisations d'accéder au Bluetooth, au storage, etc. Là, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont été sur Google Maps, même sur desktop, on te demande est-ce que tu veux que la localisation ait accès. C'est pareil, le Bluetooth, on vous demande est-ce que vous voulez que le site web. Voilà, on ne peut pas faire n'importe quoi, c'est comme en natif, l'utilisateur a le dernier mot et peut dire ou pas s'il veut accepter d'avoir accès aux API. Voilà, merci beaucoup.